le morceau là que les gens connaissent le plus maintenant depuis cet été, c'est Plus fort. Ouais. La grille d'accords de Plus fort, c'est le premier morceau que j'ai fait quand j'avais 14 ans. Ah ouais? Mais non, qu'en plus les gens connaissent le clip, c'est encore mieux pour raconter. Mais le clavier que j'ai au début du clip, quand je joue du piano dessus, c'est vraiment le clavier avec lequel je faisais mes maquettes quand j'avais 14 ans. Et le moment où j'ai commencé à playbacker le morceau, un clip quoi, avec le clavier, j'ai eu une petite montée d'émotion quand même, parce que je me suis dit tiens, quand j'ai joué les mêmes accords que quand j'avais 14 ans comme ça, je me suis dit attends, mais si on m'avait dit quand j'avais 14 ans là, que sur ce clavier je serais en train de tourner un clip là, avec une grue qui me filme, plein de gens partout pour mon premier album, là j'aurais jamais cru. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Julien, avant de commencer, je voulais te dire bravo pour toutes ces couleurs. Ah bah merci, c'est gentil. Que tu portes, c'est pas du tout radiophonique parce que bon, c'est un podcast à la base, ce bordel. On peut décrire, hein. Mais qu'est-ce qui se passe en termes de manucure déjà pour commencer? Alors écoute, on est sur un petit semi-permanent multicolore. Qu'est-ce qui t'a donné envie de disrupter quelque part le genre, j'ai envie de te dire, hein. Ouais, c'est vrai. Et alors c'est vrai que ça fait polémique sur TikTok par exemple. Ça fait polémique. Ouais, c'est vrai. Il y a des vidéos sur TikTok où on voit mes ongles de couleur. Et j'ai rencontré la face sombre de TikTok qui a débarqué. Parce que TikTok c'est assez ouvert, les jeunes sont cool, ouverts d'esprit et tout. Mais là c'était vraiment la phase plus sombre de TikTok qui est arrivée. Tout, quoi. Ouais, carrément. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Mais non, mais tu sais, qui ont un problème avec ça, dans leur tête, il n'y a pas encore la connexion qu'un gars peut mettre du vernis, donc ça les perturbe. Apparemment, ça les perturbe très fortement. Donc forcément, ils te disent, ok mec, t'es une meuf ou qu'est-ce qui se passe? Enfin, ouais, ils le disent moins gentiment que ça, mais cette insulte de. Ouais, voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Justement, ça montre qu'il faut le montrer et le faire parce que c'est rien du tout, quoi. C'est du vernis à ongles. C'est pas du vernis. Mais justement, qu'est-ce qui t'a donné? C'est vrai. C'est du vernis à ongles en soi. C'est pas. Il y a rien de grave. Vernis quoi. à ongles, c'est pas du vernis à femme. J'avoue, je prends. Bah ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre des couleurs comme ça sur tes mains? Parce que tu te doutes bien en fait. Alors en tant qu'artiste, il y a un vrai truc d'identité, quoi. Mais toi, à ton niveau, toi, en tant que Julien. Bah en fait, je mettais toujours beaucoup de couleurs sur moi. C'était vraiment un truc d'ouverture d'esprit, de liberté que j'aime bien et qui me rendait heureux aussi tout simplement. Et qui rend heureux aussi les gens dans la rue quand je les croise. Je vois il y a des sourires et tout. Et j'aime bien ce petit truc de lumière colorée. Et en fait, je voyais souvent des filles qui avaient des ongles trop stylés. Et je me disais, mais moi, j'ai dit un jour, si j'étais une fille, je ferais des dingueries avec mes ongles. Et ma copine, elle m'a dit, mais pourquoi si t'étais une fille? J'ai dit, mais c'est vrai ça. Pourquoi? J'ai des ongles comme tous les autres. Bah oui, c'est vrai. Donc je me suis dit, bah allons-y. Okay. Donc voilà, une petite manucure multicolore. Ça c'est classe quand même. Couleur. J'avoue, tu m'as donné envie. Et surtout, en fait, t'as décidé vraiment de faire multicolore, quoi. C'est pas juste une grave. couleur. Bah ouais, la signature. Mais en vrai, il y a de plus en plus là de gros, même de gros gars dans le rap américain et tout qui mettent du vernis. Je pense à Tyler the Creator par exemple qui s'affiche avec du vernis bleu ciel, trop stylé. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que Harry Styles a lancé sa marque de vernis. Ah yes, mais en même temps, Harry Styles, fort comme, ça fait longtemps qu'il casse les codes, quoi. Je trouve ça fort de lancer la marque de vernis parce que ça fait vraiment un positionnement qui est fort et qui est cool. Ah, j'avais pas capté, j'avais pas calculé. Donc on est donc avec Julien Granel. Je sais même pas présenté, mais j'aime bien commencer comme oui, ça. Oui, c'est vrai, c'est pas dit bonjour. Bienvenue dans Histoire de succès. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup de t'avoir là. Moi, je suis ton parcours depuis quelques années maintenant, et notamment j'avais reçu Maxence il y a quasiment au tout début du podcast, qui m'avait un peu parlé de toi et qui m'avait expliqué tout ce que vous faisiez ensemble, etc. Et tu viens de sortir là ton premier album en fait, parce que tu as sorti un EP il y a 2 ans, c'est ça? Exactement. J'ai sorti un premier EP il y a 2 ans, j'avais sorti des petits titres petit à petit avant cet EP. Et après, j'ai pris le temps d'arriver avec le format album. J'en avais envie depuis longtemps, mais il y a aussi une cassure parce que c'était le moment où il y a eu 2 années d'arrêt complet. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi non plus, je me rappelle plus, mais
Je sais pas pourquoi, plus de concerts et tout, j'ai toujours pas compris, mais bon, soit. Et ça m'a permis de prendre le temps, de bien faire les choses et tout. Et du coup, là, j'ai pu arriver avec un premier album dont je suis trop fier et je suis trop content là maintenant de le défendre sur scène. Qui s'appelle Cool. Cool, exactement. Donc on revient sur le thème des couleurs. Le mec est cohérent, total. Cohérence complète. Et écoute, là dans ce podcast, vraiment l'idée c'est de parler de ton parcours, d'où tu viens, etc. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Julien, quand tu avais genre 6, 7, 8 ans? Quand j'avais 7-8 ans, je m'habillais vraiment de toutes les couleurs. Déjà? Mais d'une manière un peu plus approximative. Je pense qu'il y a des assemblages de motifs un peu complexes. C'est juste quand j'allais dans les magasins prendre des vêtements avec mes parents, je prenais toujours les trucs ultra bariolés de toutes les couleurs et tout. Et en fait, ça me faisait me sentir bien. Donc en fait, j'avais pas encore les cheveux bleus, mais il y a déjà beaucoup de couleurs partout. Ça venait vraiment d'un kiff de la musique. En fait, j'avais envie de ressembler aux pochettes d'albums que j'aimais bien. Et vu qu'à ce moment-là, j'écoutais Life in Cartoon Motion de Mika, c'était une explosion de couleurs. Cette pochette-là, il y avait aussi les compilations du label Headbanger. Il y avait Headrec Volume 2 notamment qui était, ou 3, ou je sais plus lequel, qui était avec plein de slices de plein de pochettes multicolores. Et en fait, j'avais envie d'apporter ça un peu dans mon quotidien. Et donc, tu te choisissais des fringues quand t'avais déjà 7-8 ans, alors que tu vois, normalement, c'est plutôt un âge où c'est tes parents qui t'habillent, quoi. Après, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, dans un petit village, donc les choix étaient pas énormes. T'as grandi dans les Landes, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Mais le choix était pas énorme, mais du coup, je trouvais toujours des petits trucs qui me faisaient un peu rire. Ok. T'avais déjà commencé ta formation piano, là, c'est ça, à l'époque? J'ai commencé quand j'avais 6 ans, 5-6 ans, et je faisais du piano classique, et j'en ai fait pendant 14 années. Ouais. Piano classique, formation un peu hardcore, j'imagine, conservatoire. Ouais, solfège, piano, tous les cours d'écriture, d'arrangement, c'était intéressant mais intense. Et mais j'ai pas lâché le truc, j'avais envie d'aller au bout parce que pour moi c'était un peu une piste de décollage et le piano, j'ai très vite compris qu'un piano c'était aussi un synthé. Ouais. Et qu'un synthé ça permettait de faire des prods et de jouer tous les instruments du monde et de laisser libre cours à sa créativité. Donc finalement, pour moi, c'était un peu comme si j'avais pendant des années récupéré toutes les clés qui allaient m'ouvrir toutes les portes pour pouvoir après faire ce que je veux de l'instrument et puis ce que je veux dans la production. Donc c'était vraiment quelque chose de un peu dur parce que le conservatoire, il y a un peu un indice dans le titre, c'est le conservatoire. Ouais. Mais en gros, ça m'a permis après d'avoir cette liberté-là. J'imagine les profs sont pas très fun. Tu joues, j'imagine des ultra classiques. Ouais, en fait, il y a de tout. Il y a des profs très cool. Notamment les dernières années, j'étais dans une partie musiques actuelles. Ils appelaient ça comme ça. C'était un truc un peu plus moderne, ouvert, mais les profs étaient très cool. Même dans le classique, il y avait des profs très cool. J'ai un prof de solfège de ouf qui était passionnant, mais c'est vrai que il y avait quelque chose de plus dur parfois avec certains professeurs de piano classique par exemple, mais en fait en vrai ça m'a tellement aidé à un peu me surpasser, à aller au bout du truc que c'est pas un mauvais souvenir, quoi. Ouais. Et t'es allé jusqu'au bout, t'es allé à la médaille parce qu'il y a des... Ouais, c'est ça, il y a des diplômes, à la fin c'est des concours, donc ouais, je suis allé jusqu'au dernier concours. En fait, en vrai, j'aurais pu rester je crois 2 ans de plus pour pouvoir être prof de piano si je voulais. Mais c'était pas mon objectif, donc une fois que j'ai passé le diplôme de fin d'études musicales, je suis parti. Alors, il y a un truc qui m'étonne, tu vois, c'est que quand t'as fait, t'as commencé à 4-5 ans, je me dis, ok, à 15 ans, t'es en pleine adolescence. En vrai, t'as fait 10 ans de piano, tu gères déjà, quoi, tu vois, t'as pas besoin de faire 4 ans de plus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'accrocher à ça, tu vois, en pleine adolescence où j'imagine t'es aussi en train de te chercher, il y avait 2 choses. Il y avait déjà la première qui était que je commençais à faire de la production sur un vieil ordinateur, mais vraiment j'avais pas de logiciel, j'avais pas de Mac, donc il y avait pas encore la facilité d'avoir GarageBand ou les logiciels comme ça gratuits. Donc j'étais vraiment, je me souviens, sur un vieux... Tu faisais ça sur quoi, alors? Vieil ordi sur Audacity. Ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un logiciel sur lequel, de montage. Limite, pour faire un podcast, c'est bien, tu mets juste une ligne, tu coupes, voilà. Mais tu vas pas faire de la prod avec. Et moi, j'empilais les sons, j'avais un vieux... sur Audacity, il y a aucun son, il y a aucune banque de sons déjà disponible. Donc vraiment, j'empilais avec un vieux synthé arrangeur qui avait des sons de batterie tout cheap et tout. Et j'empilais les pistes et en fait, je découvrais comment on faisait de la production en autodidacte finalement, sans m'en rendre compte. Je savais pas encore que ça s'appelait la production. Moi, je voulais juste faire de la musique avec.
Et je me suis dit, plus je maîtrise le piano, plus je vais pouvoir faire... si j'ai quelque chose dans la tête, j'ai envie de pouvoir le jouer dans la seconde. Et en fait, ça m'a offert cette liberté-là. Et il y avait aussi la deuxième chose, c'est... quand t'as 14-15 ans et que tu commences à faire ça, tu te dis, à la fin, j'aurai un diplôme. Ah, yes. Et tu vois vite arriver le truc de, après le bac, il y a la fac et tout. Mais en fait, moi, j'ai envie de faire de la musique. Donc finalement, si j'ai un diplôme, j'ai pas besoin de faire d'études. Ok, t'avais un peu cette carotte du diplôme. Ouais, quoi. j'avais un peu la carotte pour la famille et tout. Ah, ok, non, c'est hyper intéressant. Et je me suis dit, là, j'ai calculé assez vite, je me suis dit, mais là, si je continue comme ça, à 18 ou 19 ans, j'ai mon diplôme de conservatoire, c'est un diplôme reconnu par l'État, je suis diplômé. Ok. Bon. C'était important dans ta famille d'être diplômé comme ça? Non, en vrai, ma famille, ils ont été hyper cool avec la musique et tout, ils m'ont toujours soutenu à fond parce qu'ils ont très vite vu que c'était sérieux pour moi et que je voulais faire ça toute ma vie. Ils voyaient le plaisir que je prenais à le faire, que je commençais à m'organiser des petits concerts et tout. Donc ils m'ont toujours soutenu à fond, mais c'est vrai que c'est quand même plus rassurant d'avoir au moins un diplôme. Okay. Donc c'était un peu un prétexte, quoi. Tes petits concerts, tu faisais ça à quel âge? Oh, depuis 13-14 ans. Vraiment, les premiers, j'ai des images, j'ai des photos en tête de moi à 13 ans sur une plage pour une compétition de surf. C'était la première fois que je faisais un concert avec mes potes. J'avais monté un petit groupe, vraiment, pareil, le groupe c'était un prétexte pour faire de la musique en live et pour aussi faire des morceaux à moi. Donc je composais des morceaux et je les faisais jouer avec mes potes et tout. Et ça c'était le tout début. Après c'était vraiment local, mais j'appelais des programmateurs et tout, je trouvais les contacts et tout, j'étais fou. J'appelais les gars, j'avais 14 ans, je disais allô. Attends, vous imaginez avec la voix. Oui, c'est Julien. J'aimerais faire un concert avec mon groupe. Et quel âge as-tu? 14 ans. Ah bon? Mais au final, il y a des programmateurs qui ont fait confiance et tout. Bon, après, c'était des petits bars et tout. Enfin, je dis des programmateurs, des gars qui avaient des bars, quoi. Et des fois, tu vois, je sais pas, dans le sud-ouest, il y a des férias. Des fois, moi, dans des férias, je jouais sur le trottoir d'un bar comme ça, dans la rue. Et à la fois, c'était le bordel absolu parce que les gens s'en foutaient, tout le monde était ivre et c'était vraiment, genre, ingérable, l'afflux de gens et tout. Mais à la fois, il se passait des moments cool. Mais au moins, ça m'a appris à jouer dans des endroits où les gens ne t'attendent pas. Et ça m'a servi sur la suite. Dans quel sens? Dans le sens où, quand tu fais de la musique, des concerts, souvent t'es dans des situations où tu vas débarquer un peu dans un endroit, si c'est pas ton concert où t'es en tête d'affiche et tout, tu peux débarquer dans un endroit où les gens t'attendent pas forcément, où il faut réussir un peu à capter l'attention, mais de manière assez naturelle, parce que sinon, le pacte avec le public se fait pas. Donc c'est quelque chose d'assez fin, au final, de réussir à communiquer avec les gens qui te connaissent pas et de petit à petit essayer de créer un moment qui va devenir un moment fou et un souvenir incroyable. Mais ça, c'est une suite de plein de petits éléments. Et je crois que c'est ces concerts-là quand j'avais 14-15 ans qui m'ont appris ça. Et puis, c'est plein de choses qui m'ont servi. Par exemple, quand je faisais la tournée d'Angèle et je faisais ses premières parties, c'était exactement ça. J'arrivais dans un public qui m'avait pas demandé, qui était là clairement, qui avait son billet depuis 1 an pour voir Angèle. C'est clair. Vraiment qui attend ça depuis 1 an et qui au moment où la lumière s'éteint, parfois il y a des gens ils savent même pas qu'il y a une première partie, tu vois, il y a plein de gens ils sont pas forcément allés voir trop de concerts avant. Ouais, c'est des mômes. Ouais, il y a vraiment de tout, il y a des familles, il y a des ados, des jeunes adultes, des adultes, c'est vraiment hyper il y a tout, ouais. Et en fait, tu vois, la lumière s'éteint et les gens ils se mettent à hurler. Et là l'homme qui arrive a les cheveux bleus, on avait 2 infos qui font que c'est pas Angèle. Et une moustache. Voilà, donc il y a des indices et finalement, au moins les concerts, ils m'auront appris ce truc-là de tout se joue dans les premières minutes. Donc, Et alors, j'ai pas eu la chance de te voir, mais comment quand t'arrives comme ça, j'imagine en plus c'est un zénith, enfin c'est une salle immense quoi. Tu te pointes et donc tu crées une forme de déception quoi, tu vois. C'est vrai. Comment alors, tu fais pour Il y a un mix, vu que j'ai eu la chance de faire vraiment toute la tournée, puis même là le début de la nouvelle tournée. À partir du milieu, il y avait vraiment les gens qui commençaient à me connaître, à savoir que j'étais en première partie. Donc là, directement, c'était bien plus cool parce que j'arrivais, j'entendais mon nom et tout dans les oreillettes, en loge et tout. Et du coup, je me disais, c'est cool, là, direct, c'est plus ça. Mais à la base, quand les gens s'y attendent pas, le tout, moi, je pense vraiment qu'un concert, en tout cas en première partie, quand les gens te connaissent pas, ça se joue vraiment sans exagérer dans la première minute. C'est vraiment, soit il se passe un truc à la première minute et les gens se disent ok, il est en train de se passer quelque chose, on va écouter, ou alors il se passe pas ce petit truc là, le public et l'artiste ne se serrent pas la main et au final là il y a directement 6000 personnes qui sont dans une attente bizarre et un brouhaha permanent parce que
6000 personnes, ça fait du bruit. Ouais. Donc en fait, il faut... Ils écoutent pas. Et... Ouais, voilà. Donc tout se joue dans la première minute et ça, ces concerts-là, quand j'étais plus jeune et les premières parties d'Angèle, ça me l'a appris totalement. Et ça me sert en festival. Quand j'arrive et qu'il y a une partie du public qui me connaît pas dans un festival, je garde ce truc-là de la première minute. Tu fais quoi? T'as un truc? J'ai une intro qui tourne avec une voix qui répète le nom de l'album, couleur, avec des voix un peu en mode Queen, tu sais, c'est plein d'assemblages de voix qui se répètent et du coup ça crée un peu une attente, on se demande ce qui se passe et en fait je débarque. Par contre quand je débarque ça démarre 6e vitesse directement, pied au plancher, ça démarre directement quoi. Il y a cette petite intro, mais une fois que j'arrive, c'est directement la ligne droite, le tunnel. J'y vais, je rentre dans les gens directement et j'aime bien quand ça commence comme un mur de son d'un coup. Je vois l'idée. Mais avec le sourire, comme ça, c'est pas non plus une. Oui, c'est pas trop. C'est violent. pas non plus une agression. Tu vois, c'est quand même. J'arrive tranquille, je souris, mais ça fait un peu de bruit. Attends, il y a un moment aussi où, si j'ai bien compris, tu te retrouves en 2013 à faire la Nouvelle Star. Ouais. Alors t'as quoi? J'avais 17 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais 17 ans et à ce moment-là, j'habitais encore chez mes parents dans les Landes, dans un petit village et pour le coup, alors là, je connaissais personne dans la musique, donc voilà, pour remettre le contexte, je me disais, je veux faire de la musique, mais alors là, il y a un monde entre la musique et moi, parce que, enfin, entre l'industrie musicale et moi en tout cas. Donc, je me posais la question de comment faire pour rencontrer des gens, que les gens me connaissent simplement, parce qu'on n'était pas encore à une époque où c'était très développé les succès d'internet. C'était quand même quand j'avais 17 ans, c'était un peu les débuts de YouTube. C'était pas encore trop relié à la musique, quoi. Il y avait un truc de YouTubeur déjà un peu, mais c'était pas si simple que ça pour qu'il se passe des choses vraiment dans la musique. Et depuis tout petit, j'avais souvenir à la télé de voir la Nouvelle Star et j'avais vu après par la suite, tu vois, des artistes comme Julien Doré et tout qui en étaient sortis. Je me disais tiens, quand je regardais tous les programmes, je me disais c'est quand même un programme où il y a eu Camélia Jordana aussi. Ouais. C'était passé plein de choses où je me disais il y a quand même des trucs cool qui en ressortent et des vraies carrières. J'avais déjà une notion de me dire attention entre la télé et ce que je veux faire, il y a vraiment un monde aussi. Mais je me suis dit tiens, ça peut être un tremplin et on verra. Donc j'y suis allé en n'y croyant pas du tout et au final j'ai passé quelques étapes. Et après, je suis parti, je sais plus, on était 30, je suis parti à ce moment-là. Et j'étais assez soulagé parce que ça a commencé à être le moment où je commençais à comprendre aussi que c'était pas que de la musique, mais aussi de la télé. C'est un show. Hein. Voilà, et que du coup, il y avait des choix de morceaux là qui se faisaient plus trop. Et que. De toute façon, dès le début, quand je suis arrivé, j'avais joué Baby I'm Yours de Breakbot en piano-voix. Ouais. Et le programmateur, qui était un gars qui fait la musique et tout, un passionné de musique, mais le pauvre est dans le format de l'émission, il y a une charte à respecter. Il m'avait dit, écoute, si tu joues ça, à ce moment-là, Baby I'm Yours de Breakbot, c'était l'année 2013. Là, c'était pas le morceau là maintenant qui est. Il avait pas explosé encore. C'était pas le morceau mondialement connu. Donc quand je suis arrivé avec ça, c'était vraiment les gens connaissaient pas. Donc en fait, il m'avait dit, si tu joues ça, ce sera pas diffusé quoi. Enfin, tout simplement. Et j'ai joué ça. Et cette partie-là a pas été diffusée, mais bon. Mais t'en avais rien à foutre à l'époque parce que pour toi c'était vraiment l'objectif, c'est de montrer ce que tu voulais faire. Pour moi, une fois que j'étais là-bas, je me dis mais je m'en fous que ça va être diffusé ou pas. Je pense que je vais pas être pris, donc ça va rien changer. Ouais. J'y vais comme ça, je vois comment ça se passe. J'étais curieux aussi. Je me suis dit tiens là, je vois de l'intérieur. Et finalement, ça m'a fait rencontrer un peu des gens dans la musique. C'est marrant. Tu me parlais de Maxence tout à l'heure. J'ai rencontré Maxence là par hasard. Donc j'ai rencontré aussi Pyjama qui fait de la musique encore aussi maintenant et en fait tu vois ça a été des rencontres cool, ça a été une aventure cool, mais c'est pas un truc que j'ai mis en avant après par la suite parce que justement c'était ça, j'avais le soulagement d'être sorti de ça. Je me suis dit je vais attendre un peu, je vais retourner vers des concerts dans des caves et sur des trottoirs comme je disais. T'avais pas envie d'être étiqueté entre guillemets Nouvelle Star, c'est ça? Ouais non, quand j'ai compris que ça pouvait avoir beaucoup d'impact, ça m'a fait un peu peur parce que oui, je venais de faire des années de conservatoire, j'avais plein de rêves qui collaient pas avec ce qui était défendu dans la Nouvelle Star, des trucs peut-être un peu plus niche, plus underground, et du coup j'avais peur de plus me reconnaître là-dedans, donc j'ai fait un peu oublier ça jusqu'à que je puisse revenir avec ma proposition. Okay. Mais je suis un peu reparti à zéro du coup quand parce que ça a pas eu un impact fou non plus, tu vois, en vrai je suis passé 2 fois 10 minutes. Hein. Ouais.
Mais il y a des gens qui en ont parlé, donc c'est un peu resté sur Internet. Mais en vrai, c'était très court. C'est pas aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est pas le truc auquel on pense quand on. Ouais, pas du tout. Pas comme Julien Doré, par exemple. Oui, voilà. Et puis même les gens qui me découvrent maintenant, ils en ont aucune idée. Oui. Parce que je ne connaissais pas. Oui, et puis s'il n'y a plus aucun replay disponible et tout, c'est vraiment genre, c'est oublié quoi. Bah à la fois tant mieux parce que c'était pas, j'avais 17 ans quoi, donc j'étais pas encore. J'avais pas tout qui était bien prédéfini dans ma tête sur ce que je voulais faire quoi. À ce moment-là, tu te cherches musicalement et tout, donc voilà. T'as fait des études post-bac? Ouais, j'ai fait une fac pendant genre 22 jours. Ah ouais. Ouais. J'ai fait une fac de musicologie, mais ça c'était un peu un prétexte pour aller dans une ville. Ok. Je me suis dit attends, mais si je fais une fac, je suis obligé d'avoir un appart. Je suis obligé d'aller dans une ville, c'est obligatoire. Tu voulais quitter ouais, j'ai dit papa, maman, je fais une fac. C'est bien, non? Fac de musicologie. Et en fait, arrivé là-bas, je me suis dit, mais en fait, je sais pas ce que je fais là. Je comprends pas où ça me mène. C'est pas du tout pour moi. Donc, j'ai arrêté vraiment avant de finir le premier semestre. T'étais à Bordeaux, c'est ça? Ouais, à Bordeaux, exactement. Mais pareil, c'était un prétexte, c'était un élément déclencheur. Moi, dans ma vie, j'aime bien déclencher les choses, ça a été ça. Là, j'ai déclenché le fait d'aller dans une ville pour déclencher un peu les choses et qui se passe, pour forcer un peu le destin, quoi. Et ça m'a fait rencontrer plein de gens et c'est aussi là, première fois, vie d'adulte un peu, entre guillemets, donc ça fait grandir, c'est cool. Et qu'est-ce que t'apprends dans cette vie d'adulte qui te fait grandir? Qu'il y a beaucoup de soirées. Les gens aiment bien sortir en général. J'ai remarqué ça. Ouais, bizarrement. Mais non, mais c'est aller voir plein de concerts et tout. Moi, j'arrive dans une ville, je me dis, attends, là, il y a des concerts toutes les semaines, vraiment, mais c'est énorme. Donc, je vais voir les concerts, je rencontre les gens qui ont des collectifs de DJ, qui organisent des soirées. Je vois des gens qui sont pas beaucoup plus âgés que moi, mais qui justement organisent des soirées dans des clubs, dans des salles de concert. Et ça m'inspire vachement parce que je me dis, attends, mais là, je me fais une clique de potes, on peut tout faire ensemble. On peut organiser des soirées, des concerts, et au final, c'est une bonne partie de la musique. Enfin, c'est la partie vivante de la musique. Le spectacle vivant, c'est de créer des moments avec les gens. Donc, j'ai déjà ce truc-là d'attrait pour les concerts et tout qui me faisait vibrer. Donc, j'ai un peu appris tout ça à Bordeaux. Et toi, tu continues à produire de la musique à l'époque sur ton ordinateur? Ouais, toujours. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais un Mac. C'est bon, j'avais percé. J'avais un Mac. J'avais les Mac là, qui étaient très épais au début, là, les Mac blancs. Et j'avais GarageBand, donc c'est bon. Hein. Ah, là, c'est bon. Guetta, quoi. T'avais Martin Garrix, producteur. Hashtag producteur sur Insta. T'avais des vrais boom boom, quoi, maintenant. C'était des grave, j'avais des vrais sons et tout, c'était cool. Mais du coup, oui, au moins, ça m'a permis de continuer à produire et tout. Et voilà, mais en fait, toutes ces années, ça a été vraiment une recherche du son, finalement. Alors que sur le moment, j'avais juste l'impression que je faisais de la musique. Maintenant, avec le recul, je me dis, tout ce que j'ai fait à ce moment-là, je le ressens toujours à un moment de l'album, quoi. Chaque petite étape a compté. Grave. Le morceau, là, que les gens connaissent le plus, maintenant, depuis cet été, c'est Plus Fort. Ouais. La grille d'accords de Plus Fort, c'est le premier morceau que j'ai fait quand j'avais 14 ans. Ah ouais? D'ailleurs, j'ai jamais raconté. Faudrait que je retrouve. J'avais un projet, genre sur l'ordi qui traînait et la grille d'accords c'est la même. C'est vraiment c'est juste pas la même rythmique quoi, mais j'avais un son de clavinette. Je kiffais trop Justice et tout à ce moment-là, j'ai joué un truc de clavinette et les 3 accords c'est vraiment les 3 accords de Plus Fort. Et quand j'ai commencé ce morceau Plus Fort, je me suis dit tiens. J'avais un truc, j'avais envie qu'il aille vite, j'avais envie de le faire rapidement, j'avais envie qu'il sorte un peu comme très instinctivement et j'avais envie qu'on ressente un peu un truc d'explosion de joie dedans. Et naturellement, sans faire exprès, j'ai fait le morceau mais j'avais oublié ce morceau et j'y ai repensé il y a pas longtemps. Wow, ça me rappelle, je sais pas si t'as vu le documentaire d'Orelsan sur sur Prime, il découvre qu'en fait l'un de ses morceaux il y a des punchlines qu'il avait écrit au tout début de sa carrière quoi. Et bah c'est exactement ça. Là c'est vraiment la série d'accords, je l'avais écrite mais quand j'avais 14 ans quoi. Sur un vieux clavier et le clavier sur lequel j'ai fait cette maquette. C'est vrai, j'ai pas pris le temps de raconter tout ça, mais il y a tellement d'histoires sur les clips. Faudrait vraiment que je me pose pour raconter aux gens parce que maintenant qu'en plus les gens connaissent le clip, c'est encore mieux pour raconter. Mais le clavier que j'ai au début du clip, quand je joue du piano dessus, c'est vraiment le clavier avec lequel je faisais mes maquettes quand j'avais 14 ans. Que mes parents m'ont remonté. Mais pourquoi à Paris, quoi. Pourquoi t'as voulu utiliser celui-là en particulier? Mais justement parce que au moment où on a allé faire le clip et tout, je me suis rappelé de ce détail-là, de cette grille d'accords. C'est la même tonalité et tout, c'est même pas les mêmes déplacements, c'est vraiment trait pour trait le même truc.
Et ça a été fait sur ce clavier. Et le clavier, c'est le clavier qui est dans le clip. C'est vraiment le clavier que j'avais dans la chambre de mes parents. C'était le seul endroit où il y a la place de le mettre à ce moment-là. Et où je faisais mes premières maquettes. Et c'est vraiment le clavier dans le clip. Il a pas bougé. Ça, c'est le canon quand même. Ouais, c'est clair. Et pour ça, il faudrait parce qu'en plus maintenant il est chez moi ce clavier, donc je suis trop content là de l'avoir chez moi. Je m'amuse à récupérer des sons de ce clavier parce que du coup il y a un attachement au son un peu cheap qui est marrant. Mais du coup c'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps de raconter cette histoire aux gens parce que c'est vrai que c'est assez rigolo quand même. En même temps t'es en train de le faire là. Oui, complètement. Ouais, non mais complètement, c'est ça, mais de le montrer, mettre en image et tout, parce que c'est vrai que sur le clip ça m'a fait un petit tilt. C'était la première fois que j'avais un clip un peu avec entre guillemets autant de gens qui bossent dessus. Ouais. Une prod. D'aussi grande envergure. J'avais toujours fait ça un peu avec à mes l'arrache. potes et tout. Ouais, en vrai, pas trop l'arrache, sérieusement, mais avec mes potes. Donc, du coup, un peu sauf qui peut, quoi. Ouais. À essayer de trouver des solutions pour que ça rentre dans les budgets. Là, on a quand même fait ça parce qu'à chaque fois, on donne un budget. Je dis ah super, et j'ai une idée que je sens qu'elle va coûter beaucoup trop cher. Et je dis ok. Il faut une idée forte qui tiendrait avec 100 euros finalement. Ouais. Il faut une idée forte que même avec un iPhone on pourrait la filmer, ce serait cool. Et en fait après c'est que du bonus. Donc après j'appelle toute ma clique de potes / magiciens qui m'aident et qui à chaque fois se prennent dans le truc. Mais ouais, du coup le moment où j'étais sur le tournage, je sais pas, il y avait une grue et tout, j'étais en mode wow, qu'est-ce qui se passe les gars? C'était vraiment les mêmes personnes avec qui je faisais mes tout premiers clips, même ceux qui sont même plus sur internet. T'as l'impression que ce moment est un peu important pour toi parce que t'as l'impression d'avoir passé un cap à ce moment-là quand t'es sur ce clip-là? Ouais, et ben en fait c'était ça, c'était le début de quelque chose et le moment où j'ai commencé à playbacker le morceau, un clip quoi, Ouais. avec le clavier, j'ai eu une petite montée d'émotion quand même parce que je me suis dit tiens, quand j'ai joué les mêmes accords que quand j'avais 14 ans comme ça, je me suis dit attends mais je suis en train de jouer sur ce clavier et je me suis dit si on m'avait dit quand j'avais 14 ans là que sur ce clavier je serais en train de tourner un clip là avec une grue qui me filme, plein de gens partout pour mon premier album là j'aurais jamais cru. Donc j'ai eu un peu une montée d'émotion, donc c'était vraiment c'était un petit il y a un petit twist à ce moment-là dans ma tête de ah ok j'ai fait des choses avant, j'ai fait des centaines de dates mais j'ai l'impression que là c'est le vrai truc qui commence. Et du coup ça a été le début et après là je sens plus actuellement là maintenant. C'est marrant parce que l'album il est sorti en juin mais là cet été il y a eu une espèce d'élan où les gens ont découvert plus fort notamment puis l'album. Donc là je suis en train de vivre une rentrée qui est hyper étrange parce que j'ai l'impression que l'album vient de sortir. C'est-à-dire que en une semaine là, j'ai fait plus de ventes d'albums techniquement qu'à la sortie de l'album. L'album il rentre dans le top album là, c'est quand même fou. Plus fort il est dans les top viraux en Belgique, en Suisse, en France. Enfin c'est vraiment, pour moi inespéré. Et en fait, il se passe ce truc là en ce moment où je sens que là oui il est en train de se passer un petit truc que j'ai pressenti au moment du clip, mais c'est marrant, il arrive maintenant. J'ai l'impression que, dis-moi si je me trompe, mais que tu as eu un coup de main assez dingue de la part de Léna cet été. Et tu vois, tu parlais de cette clique. Ça m'intéresse un petit peu qu'on discute de cette clique que tu t'es formée autour de toi. Comment t'as créé, enfin, je me demandais un petit peu comment t'avais décidé, ou est-ce que c'est un truc que t'as décidé, comment t'as fait pour aller chercher tous ces gens là comme ça qui finissent par je sais pas, j'imagine te nourrir, que tu nourris aussi artistiquement. Ouais, c'est ça, c'est un échange total. En fait, j'ai toujours aimé rencontrer des gens. C'est vraiment, je pense que vu que je venais de, non mais, je pense que c'est vu que je venais d'un petit village et tout. Pour moi, une grande ville avec beaucoup de monde, c'était la diversité, l'ouverture d'esprit, les rencontres, l'énergie, l'euphorie et tout ça, ça m'excitait vachement. Donc j'allais rencontrer plein de gens tout le temps. Et en fait, j'ai toujours un truc assez naturel avec les gens. Il y a certaines personnes avec qui directement il y a un feeling et on sent que on va rester avec eux un bon moment. Et ça a été le cas avec Angèle premièrement, que j'ai rencontré à Bordeaux à la base. Quand tu la rencontres, Angèle? On fait un concert dans un appartement devant 30 personnes. Et un pote à moi, il me dit, ouais, il y a une pote de Bruxelles qui vient jouer. Mais à ce moment-là, Angèle a pas sorti de musique, donc. Elle est toute petite. Ouais, vraiment, elle est inconnue, quoi. Ouais. Et elle me demande si je peux prêter mon piano et tout. Je fais, ouais, pas de souci. Il me dit qui c'est, je vais voir sur Instagram. Je sais pas, elle a 2000 followers à ce moment-là.
Et puis tu sais, je regarde et je me dis mais c'est trop cool ce qu'elle fait, j'aime trop. Et du coup on fait ce concert-là ensemble, on s'entend bien et enfin tu vois on se rend compte comme ça. Faut dire qu'Angèle, elle a même pas eu le temps de se rendre compte qu'elle était en train d'exploser. Ah oui, qu'elle c'est avait déjà clair. explosé, quoi. Ouais, Ça a c'est été clair. très, très L'année vite. d'après, c'était plus du tout la même histoire. Mais tu vois, c'est une rencontre finalement de la vie comme ça. Et à ce moment-là, enfin l'un comme l'autre, on s'imagine pas que dans 1 an et demi, on est dans un tourbus en train de faire une tournée de Zénith. Enfin, elle. Moi, je suis quand même là, mais elle en train de faire. Et puis moi, elle m'invite à le faire. Et du coup, c'est fou. Et donc oui, déjà, ça a été un premier coup de main incroyable de la part d'Angèle, qui a été tellement classe là-dessus, de m'inviter, de me faire confiance. Et elle était contente aussi parce qu'au final, les salles, c'était la folie. Et du coup, elle aime bien être en loge et entendre que dans la salle, c'est le feu. Donc Ouais. c'était un échange trop cool. Et puis on vivait des moments hyper forts. Forcément, plus de 2 ans de tournée, c'est des moments hyper intenses. Donc c'était hyper cool ils prennent de la valeur quand je les partage avec un ami, finalement, ces moments-là. Donc, moi, pouvoir partager ça avec elle à ce moment-là, c'était dingue et ça ajoutait une valeur de fou à tous ces moments. Donc, ça a été vraiment un premier coup de boost qui a changé pas mal de choses pour moi, finalement. Et oui, cet été, c'est Léna qui m'a fait un cadeau incroyable. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle avait pas conscience non plus, c'est que Léna, pareil, on s'est rencontrés comme ça, Un peu par dans hasard, la vie, j'imagine. ouais, carrément, c'est vraiment encore un hasard. On parlait, moi, j'étais pas trop un expert de YouTube, elle pas trop un expert de la musique, donc on avait plein de choses à s'apprendre l'un et l'autre. Et finalement, on était assez complémentaires Parce que l'été dernier, c'est ça, vous aviez enregistré un titre pendant Ouais. les vlogs. C'est exactement. ça, je Elle m'avait t'avais proposé vu. de faire un morceau pour qui allait être dans Just Dance. Et Ouais. j'ai dit, mais grave, moi, Just Dance, c'est la pop culture. Let's go, on y va. On a trop ri, c'était un projet de fou. Et ensuite, on avait fait une vidéo où elle réalisait tous ses rêves. Oui. Et qui était, mais pareil, c'était un kiff à faire. En fait, c'est ça que j'adore chez Léna, c'est que on a ça en commun, c'est ce truc de kiff absolu au quotidien. De jamais s'ennuyer, toujours se dire, cette nouvelle journée peut être incroyable, il suffit juste que je décide qu'elle le soit. Et du coup, on a fait tout ce clip là où, je sais pas, on a dormi dans les galeries Lafayette, le rêve de tout enfant sur Terre d'être enfermé dans un magasin de jouets. C'est un peu ça, tu vois. Dans un film. Ouais, grave. Ouais, grave. C'était une nuit au musée, un peu, Ouais. tu vois. T'es là en pyjama, en chaussettes, dans 4000 mètres carrés. C'est fou. Enfin, c'est lunaire. Elle rêvait de se slammer sur la foule, de se jeter dans le public. Et je l'ai fait monter sur scène à un concert et je l'ai jeté dans les gens. Avec son consentement. Ouais, complètement, Bien sûr. toujours. Du coup, on a été dog-sitter une journée, on a fait. Et voilà, et en fait, c'est ça, on a ce truc en commun qui est trop cool, et du coup, ça a fait une belle énergie. Cet été, on a encore fait plein de choses, tu vois. Moi, j'étais en plein en train de taffer, de faire de la musique, et en fait, elle m'appelait toujours. Des fois, elle me disait, viens, demain, on va à Londres. Passé. Bah, let's go. On arrivait, on savait pas où on dormait et tout, mais c'était toujours des moments de fou. Et bref, au début de l'été, elle a mis dans une de ses vidéos plus fort. Mm. Mais tu vois, elle l'a mis comme elle peut mettre des musiques en fond de ses vidéos, qui sont des musiques qui accompagnent la vidéo. Et donc oui, c'est passé un truc de fou. Il y a eu plus de 20 000 Shazam sur en une journée, quoi. Mais même Léna disait, mais attends, mais je mets des morceaux tout le temps dans mes vlogs, mais là, Non, mais là j'ai l'impression qu'il est en train de se passer un truc. oui. J'ai un retour là sur ce que je viens de faire qui est ouf. Et je lui dis, mais c'est dingue. En fait, les gens sont en train de s'approprier le morceau. Je l'ai entendu une fois. Je sais plus, un épisode, elle le remet. Et là, d'un coup, les gens commencent à faire, ouais, c'est ce morceau. Et en fait, petit à petit, un élan. Et d'un coup, c'est le moment où ça commence à être un peu, où tu perds un peu le contrôle, le moment un peu de magie, la petite étincelle qui s'allume. Et à ce moment-là, on en a reparlé. Elle m'a dit un truc hyper cool. Elle m'a dit, tu vois, moi, j'en étais persuadé. Il suffisait juste que les gens l'entendent finalement, ce morceau. Mais je suis 1000 fois d'accord. En fait, tu le sais, non, quand tu le produis, que Plus Fort, c'est quand même un morceau qui, tu vois. Bah, tu le sais, oui. En fait, tu sens qu'il y a un potentiel, mais Ouais. s'il y a bien un truc qui m'a appris là, la musique, c'est que tu peux jamais savoir. Il n'y a pas de recette, quoi. Ah ouais, grave. Mais c'est ça qui est cool. Moi, c'est ça que je trouve excitant. Hein. Si vraiment il y avait une recette, on s'ennuierait. Enfin, Bah oui. déjà, par définition, s'il y avait une recette, tout le monde la ferait. Donc, il y aurait plus de recettes finalement. Tout le monde ferait la même chose. Donc oui, il y a certains morceaux, il y a des trucs qui sont faits pour fonctionner. On peut en écouter en radio tous les jours. Hein. Bah ouais. Mais au moment où l'album, je l'ai fait ultra sincèrement, justement, sans me soucier de tout ça. Mm. Donc malheureusement, aujourd'hui, c'est un truc risqué à faire, de faire aucun compromis. C'est vraiment
enfin dans l'industrie musicale actuelle en France, c'est vraiment un risque de faire un album sans compromis. C'est le risque de se prendre un mur ou de passer à côté des gens. Mais bon, j'avais ce truc-là de me dire, je le fais quand même. Et Plus fort, c'est un des morceaux qui a été fait le plus rapidement dans ce truc-là de, vas-y, il y a peu de production par rapport aux autres morceaux. C'est vraiment, là, il y a un piano, une batterie, des violons. Par contre, on fait tout en vrai. On fait des vrais violons, une vraie batterie, un vrai piano. Je veux avoir une vraie énergie, un vrai grain. J'ai besoin que le refrain, il soit chanté comme s'il y avait une chorale. J'ai pas de chorale. Je vais appeler tous mes potes qui savent pas chanter. Mais on va aller dans un petit studio. Je vais mettre 2 micros et on va hurler et chanter ça. Et c'est les voix de mes potes qu'on entend sur le morceau. Donc en fait, il avait fait une vidéo énergie. d'ailleurs pour expliquer un petit peu le. Ce morceau, il a commencé avec Oli d'ailleurs. J'étais en studio avec Oli. Il m'avait fait écouter des bouts de l'album de Big Flo et Oli qui est sorti là. Et moi, j'ai fait écouter des bouts de l'album. Et on s'est dit, mais on n'a jamais fait de la musique ensemble. Viens, on fait de la musique, mais vraiment par pure envie de partager un moment de musique. Okay. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je filmais tout ce que je faisais en vue de l'album justement. Et je lui ai dit, tiens, je pose cette petite caméra. On avait juste 1 heure, après on devait bouger. Et je lui ai dit, on fait un morceau en 1 heure. Et il a regardé la caméra, il a dit, il va faire son plus gros tube. C'est le début de la vidéo où j'explique, ça commence comme ça. Et je dis, ok, il annonce. Et en fait, là, on a oublié que la caméra tournait. Et c'est drôle parce que c'est vraiment un rush d'1 heure où on construit le morceau. Et à la fin, le morceau existe. Et il y a eu un moment, je sais pas, de lâcher prise, de laisser aller. On était. Vous l'avez vraiment construit en 1 heure, le morceau complètement. Complet. Après, j'ai juste réenregistré les parties. Mais c'est ça qui est. Moi, c'est ça que j'adore dans la musique. C'est fou. Aujourd'hui, c'est le morceau que. Ce morceau, c'est un peu la clé qui amène les gens à l'album. C'est le morceau qui a été le moins prise de tête de tout l'album. J'ai 1 heure de travail dessus et après, je suis allé vraiment en studio, un chouette studio, Motor Bass, studio de légende pour faire des batteries, des pianos, parce que là, j'avais à cœur d'avoir un vrai son et tout. Je fais enregistrer des violons, je fais enregistrer mes potes dessus et finalement, c'est ce morceau-là qui touche les gens. Et finalement, ça me rassure limite sur la musique. Dans quel sens ? Parce que ça prouve que, en fait, on s'en fout de passer des heures dessus ou quoi. Cette magie-là existe encore d'avoir une idée, de créer quelque chose en 1 heure qui va toucher les gens, parce que juste c'est à 1000% sincère, ça peut pas ne pas l'être. C'est 1 heure j'ai fait un petit montage vidéo qui retrace un peu cette heure-là, mais en vrai, le rush d'1 heure, il y a des moments enfin, Oli est pareil, on est semblable là-dessus, on est vite dans une grosse énergie, donc on était dans un studio vraiment de 9 mètres carrés. Ça se voit. Et ouais, tout petit studio 9 mètres carrés, il faisait chaud et tout, mais on était chaud, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Il fait très bon. Mentir, il fait très chaud. On est dans une serre. Mais tu vois, il y a une énergie directe. Et moi, c'est ça que je recherche, c'est cette magie-là, ça me passionne. Quand on regarde les rushs, il y a des moments où on dirait on est fou. On tourne en rond, on est là, ouais. Il y a un truc très organique, je trouve, dans ce morceau. Et tu vois pas. C'est ça, il y a pas d'apparat. Limite pas de technique, tu vois. C'est pas péjoratif. Exactement. C'est vraiment, c'est un piano, une batterie, une basse, des violons, des voix. Par contre, pour moi, la magie du morceau, la partie vraiment de production qu'il y a sur ce morceau, c'est ça. J'ai mis du temps à le faire. Ça, c'est d'avoir une vraie énergie, une dynamique dans le son. J'avais vraiment envie que ce soit un morceau qui rebondisse, quoi. Que le mix soit un peu, qu'il y ait les voix de mes potes qui crient un peu trop fort, qu'il y ait la batterie qui déborde un peu. J'avais envie que ça vive et que ce soit un truc, vraiment juste vivant, quoi. J'avais envie qu'on sente que quand on l'écoute et qu'on ferme les yeux, on imagine le studio en fait avec tout le monde en train de jouer en même temps, quoi. Et dans ce sens-là, là, il y a beaucoup plus de technique, j'imagine. C'est pas. Ça pour le coup, là pour le coup, c'est réussir. Mais pour moi, la technique, elle se mettait au service de l'impulsion du morceau. C'était de la sincérité et l'énergie qu'il y avait dans ce morceau. Il fallait que je la garde coûte que coûte parce que je voyais la petite étincelle qu'il y avait dedans. Donc pour moi, tout l'aspect technique là, d'aller chercher les bons réglages, les bonnes prises et tout, c'était plus de conserver la magie, quoi. C'était pas d'essayer de. Tu sais, des fois, tu peux être en studio avec un morceau et te dire bon, pour l'instant, il manque un truc, on va essayer de trouver dans la prod et tout ce qui va pas. Là, c'était l'inverse. C'était non, mais le morceau est déjà là, en fait. Il pourrait marcher avec un piano, une voix et des gens qui tapent dans les mains et plein de gens qui chantent. Et c'est ce que je voulais, donc ça a été de mettre la technique au service de cette énergie-là, quoi. Voilà, tu montes sur scène de plus en plus. T'es plus en première partie d'Angèle, pour le coup, c'est tes concerts à toi. Ouais, je voyais notamment ce week-end où t'étais à Lille, t'étais chez moi, tu sais. Ouais, ok, toi t'es de Lille. Nord. Ok, et trop bien. C'était le feu et tu te filmais en train de. On sent vraiment que t'es. Non, mais vraiment, à Lille, là, ce week-end, il s'est passé vraiment un truc fou.
Et je l'ai dit aux gens en plus, mais du coup, il y avait des gens du festival, ils me demandaient, ils me disaient, mais t'as dit ça genre pour leur faire plaisir ou vraiment laisser passer un truc? Je dis non, les gars, vous réalisez pas. Enfin, les gens imaginent pas ce que c'est de. La musique, c'est vraiment. Il y a tout le côté que les gens peut-être voient moins, mais tu fais beaucoup de concerts, t'enchaînes. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je fais des tournées, je suis en tournée tout le temps. Je passe, je sais pas, j'ai joué dans combien de fois dans des salles vides où les gens s'en foutaient de. Donc là, c'est la première fois depuis cet été où d'un coup, je comprends pas ce qui se passe. Il y a 1 million de vues sur YouTube, 1 million de streams sur Spotify. Il y a d'un coup un truc qui me dépasse, qui est assez bizarre à digérer, tu vois, parce que tu te dis bon ok, c'est que des chiffres et tout, donc ça fait plaisir, mais tu reçois beaucoup de messages et tout, mais tu te dis bon ok, c'est bizarre. Et en fait là, j'arrive, c'est mon premier festival de l'année de septembre. Ouais. J'avais pas joué depuis le mois d'août là, et du coup c'est la première fois que j'arrive sur scène et que je comprends l'impact que c'est tous ces chiffres là. Et en fait j'arrive au festival et les gars du festival me disent wow, à mon avis à 21h30 quand tu vas commencer il va y avoir du monde et tout. Je dis ah bon Et en fait j'arrive sur scène et il y a vraiment une folie dans la salle qui est hallucinante. Et en fait, dès le premier morceau, c'était dans un énorme chapiteau de plus de 1000 places, quoi, mais les murs tremblaient, quoi. C'était fou. Il y a vraiment eu un truc totalement dingue. Il y a eu une perte de contrôle totale de tout le monde. Vraiment un moment d'hystérie totale qui était génial. Et c'est la première fois que je jouais plus fort, du coup, depuis qu'il y a eu tout ça. Et j'ai commencé à jouer au piano, mais comme d'habitude, en me disant, j'ai fini le morceau d'avant, je prends mon piano et je commence à chanter plus fort. Et j'ai chanté une phrase, et là, d'un coup, tout le monde s'est mis à chanter tout le morceau. Et du coup, j'ai fait genre la moitié du morceau sans chanter en regardant les gens. C'est moi qui regardais le concert, tu vois. Et les gens hurlaient. Mais vraiment, ça m'a touché de fou. Donc, j'ai arrêté le morceau. J'ai dit, attendez. T'as dit, vous réalisez pas là que ce qui se passe pour moi, c'est complètement ouf, en fait. Et justement, on a filmé ce moment. Je l'ai mis sur Instagram, là, après ce week-end. Mais j'ai dit aux gens, vraiment, c'est fou. Là, je vis un truc de ouf. Donc, on le refait. Et du coup, j'ai joué le morceau et c'était trop bien. Ah, c'est cool. Et comment tu le vis justement ce moment de tu vois, cette bascule là, parce que je sens que t'es vraiment un moment, c'est cool de t'avoir là maintenant, parce que je sens vraiment que t'es dans un moment particulier de ta carrière. Et sans doute, tu vois, si on se retrouve dans 6 mois et si on avait fait cette interview dans 6 mois, peut-être le souvenir se serait un peu effacé, quoi. Peut-être, et à la fois, j'ai envie de te dire, c'est ça qui reste cool dans la musique, c'est que on en a aucune idée. C'est que s'il faut dans 6 mois, je te dis bon. Voilà, je prépare un nouvel album là. J'attends la suite. Ou alors ça se passe trop bien. Mais là, je sens en fait, je sens qu'il y a un engouement qui est hyper touchant en fait, parce que c'est la première fois que ça m'arrive clairement, et c'est là c'est un niveau qui se transforme dans la vraie vie, tu vois. C'est pas que des chiffres et des streams et des followers, c'est pas que là c'est dans la vraie vie, des salles qui se remplissent, des gens qui viennent en festival, qui chantent, des vrais moments, des purs moments qui sont des souvenirs incroyables. Donc c'est hyper magique de vivre ce premier moment-là. Et finalement c'est assez beau parce que c'est un moment un peu de flou aussi, hein, parce que c'est tout nouveau. Mais c'est juste trop bien. Moi je prends vraiment que le positif de tout ça, hein. Je vais te dire, je suis le premier à halluciner. Là, quand je suis revenu du festival à Lille, je sais pas, je suis dans le train, des gens ils viennent me parler dans le train, je me dis mais c'est trop bizarre. Ça t'arrivait pas avant? Mais les gens, non, enfin ça pouvait m'arriver, mais c'était tranquille. Alors que là, je sais pas, tous les jours je croise des gens dans la rue, mais en fait je trouve ça trop cool. Enfin, tu sais, je rencontre des gens tous les jours. Je sais pas, là en ce moment, je prends un vélo, je croise forcément quelqu'un qui va faire hey, salut, ça va? Et puis tu sais, moi je m'arrête, je parle avec les gens, et les gens ils disent mais trop cool et tout, on a parlé ensemble. Et je dis mais oui, c'est cool. Et les gens sont trop bienveillants, il y a vraiment que des gens gentils. Donc c'est trop cool, genre tu sais, c'est hyper agréable de croiser des gens gentils toute la journée. C'est trop cool. Je te souhaite, tu vois, de réussir à grandir en notoriété et de continuer à avoir des gens qui soient sympas et gentils avec toi tout le temps, quoi. Non, mais ce qui me touche le plus dans tout ça, c'est vraiment c'est vu que j'aime la scène, c'est les moments de concert, mais c'est aussi quand je parle avec les gens, souvent je suis hyper touché par les interprétations qui vont faire des morceaux. Toi, les gens me parlent de plus fort et tout. Il y a plein de gens qui me disent que ça leur donne de la force et tout, et c'est des moments forts quand tu fais un morceau comme ça et que les gens se l'approprient. Moi, j'avais jamais vécu ça à ce point-là, et du coup, c'est hyper touchant. Ou même là, cette semaine, j'ai fait une journée avec une association qui s'appelle Princesse Margot, qui s'occupe d'enfants qui ont des cancers, et en fait, ils les ont amenés faire une journée, plein d'activités et tout, et
Et du coup, j'y suis allé et c'est des enfants qui ont demandé si je pouvais venir, tu vois, à l'asso. Je me suis dit, tiens, ok, très bien. Donc, j'y suis allé directement. Et en fait, c'était ouf comme moment parce que c'était des enfants qui vivent des choses ultra compliquées, qui sont à l'hôpital et tout, qui ont des gros traitements, des chimios et tout. Enfin, c'est vraiment hyper complexe. Et il y a notamment une petite fille qui me disait, mais moi, tous les matins, j'écoute plus fort et ça va mieux le matin. Et alors là, mais moi, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, là. Je lui ai dit, mais attends, mais que je savais même plus quoi dire. Je dis, mais enfin, merci parce que là, moi, c'est à moi que ça fait c'est cool. un truc de fou. Et du coup, je lui ai dit, mais attends, mais viens voir un concert, en fait. Donc, j'ai invité pour le concert à la Gaîté Lyrique. J'espère qu'elle sera en forme et tout pour venir et que ce sera possible et tout. Mais ça, tu vois, c'est un des trucs les plus improbables dans la musique. C'est là où la musique, elle dépasse Bien sûr. les trucs de chiffres, de concerts, de remplissage, tout ça, parce que il y a une pression tout le temps de la musique ça reste une industrie. Du donc business, tu veux dire. Il y a une pression du business. Là, c'est des moments qui dépassent tout ça et qui donnent énormément de sens. Donc ouais, ça c'est le truc que j'apprécie le plus en ce moment, c'est de rencontrer des gens qui vivent des souvenirs et des trucs forts avec les musiques, quoi. Est-ce que tu as des projets? Alors, je suis en train là de travailler. En fait, je m'arrête jamais de faire de la musique, donc finalement, même quand j'avais terminé l'album, le moment entre l'album terminé et l'album qui sort, il y a des mois, donc j'ai Oui, j'allais continué. dire, c'est des vieux morceaux, ça déjà pour toi, Ouais. j'imagine. C'est ça? Complètement. Ouais. À part des morceaux qui sont arrivés en last minute, Ouais. comme Plus Fort par exemple, mais sinon c'est vraiment j'ai continué à faire de la musique, donc en fait je fais tout le temps de la musique. Donc là, le premier projet, c'est de faire la tournée. Ma première tournée, 1er décembre, la Gaîté Lyrique, première date parisienne dans une si grande salle, tout seul comme ça va être un moment fort, je pense. Ouais. Et vu ce qui se passe là dans les concerts, j'ai l'impression que ça va être n'importe quoi. Et la tournée partout, Bruxelles, Lyon, Bordeaux. Je sais pas, on vient de faire sold out à Lyon, ça me paraît irréel. Ça, pour le coup, j'attends de le vivre pour le croire, mais et du coup, tout ça en même temps, quoi. La tournée, préparer la suite, continuer à faire de la musique, amener la musique plus loin aussi, parce que faire un album, ça apprend plein de choses. Donc forcément, maintenant, là, j'ai envie de pousser encore plus les délires dans les morceaux. Dans quel sens? Dans le sens où la magie de ce qui peut se passer dans un morceau comme Plus Fort, ça fait avoir des déclics qui font me dire que pour la suite, je peux prendre une journée, faire 3 morceaux une journée. Du moment qu'il y a cette étincelle-là et cette impulsion, là maintenant, je cherche plus ce truc-là et au final, je me prends moins la tête, mais tout est plus vrai, plus. Enfin, j'essaie le fil conducteur, c'est de rester sincère au maximum parce que sinon après je m'ennuie si je chante des trucs pas sincères toute l'année en concert, quoi. Alors que si je les vis, ça me fait des émotions qui renouvellent le truc, quoi. Donc vraiment, c'est de continuer à faire des sons, tourner à fond parce que c'est là où ça vit, donc continuer la tournée. Et voilà, c'est ça les projets. Et j'imagine que ça doit être dur, tu vois. Alors c'était au début de ta carrière, tu vois, mais de te dire, ok, c'est un objectif que je me fixe dans ma carrière, de rester le plus sincère possible. Ça doit être c'est limite un objectif de vie, quoi. Ouais, complètement. Je pense qu'il y a plein de gens pour qui c'est le cas, mais c'est vrai que c'est comme je disais tout à l'heure, on est dans un moment de l'industrie musicale où malheureusement c'est pas si simple que ça. Et je trouve qu'il se passe plein de choses cool en ce moment qui font que les projets sincères qui sont vraiment faits avec le cœur, même s'ils ont mis du temps à arriver aux oreilles des gens, là ils commencent à faire leur chemin. Et il y a un peu un truc qui se renverse un peu dans le business de la musique que je trouve très intéressant. Okay. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là parce que ça met des petits coups de pression au grand Manitou des playlists radio, etc. Il y a des jeunes artistes que tu voudrais faire découvrir aux auditeurs, aux auditrices du podcast? Ouais, alors il y en a plein. La première personne que j'ai en tête, parce que je l'écoutais là quand j'étais en vélo en arrivant, c'est jeune artiste, mais qui commence à être très connu quand même, c'est November Ultra. Ouais. C'est un gros succès sur Internet et tout, tellement mérité. Je vous conseille juste d'écouter parce que c'est vraiment un remède à plein de choses dans la vie. Et sinon, je pense à Pierrot. Pierrot, c'est le projet d'un chanteur de Catastrophe. J'ai dit un chanteur, ce sont plusieurs. Catastrophe, c'est tout le collectif. Et Pierrot, du coup, c'est son projet solo qui démarre là. Et il a sorti un morceau qui s'appelle Ulysse, qui est hyper beau. Et avant, il avait sorti un morceau qui s'appelait Sans leçon. Et c'est 2 petites pépites. Et Pierrot, c'est l'exemple parfait du gars qui va ouvrir son clavier
et il va juste parler avec le cœur et vraiment il prend le temps de façonner des petites œuvres qui sont vraiment magnifiques. Ok. Est-ce qu'il y a... Merci pour les recos. Est-ce qu'il y a un Avec sujet plaisir. sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler dans le podcast? On a un peu... Plutôt que tu as du temps. Bah écoute, en vrai, ce qui est cool, je trouve, c'est que, enfin, ce qui me prouve que l'album allait dans le bon sens, c'est que en parlant de l'album, finalement, on a parlé de plein de sujets différents parce que j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de décalage entre moi-même et mon album finalement. Et en fait, c'est tout ce message-là, mais c'est ce dont on parle depuis le début. Mais moi, cette idée de cet album, c'était de se dire que tout le monde peut être son propre super-héros. C'est pour ça que j'ai choisi de faire une pochette où je me mettais en scène en super-héros, mais avec quand même une grosse dérision dedans, parce que c'est quand même une pochette un peu épique qu'il faut pas prendre au premier degré non plus. Donc pour moi, c'était le bon mélange de me mettre en situation où je vole en super-héros avec une combi multicolore. Mais même s'il y a de la dérision et tout là-dedans, le message, c'est de se dire que on peut totalement devenir son propre super-héros, mais assez simplement dans la vie. Il n'y a pas besoin de faire, entre guillemets, de grandes choses publiquement. C'est juste que, dans mon cas personnel, quand j'ai terminé l'album, je me suis rendu compte que j'avais fait l'album que je voulais faire quand j'avais 14 ans. Donc, mais j'avais pas prévu de le faire, mais c'est passé par le truc de plus fort de me dire, tiens, c'est les bons accords, tiens, c'est les... Et il y a eu plein de petits signes comme ça qui ont fait que je me suis dit, tiens, inconsciemment, j'ai fait... Enfin, si j'avais 14 ans là, à ce moment-là, je me serais dit, tiens, quand j'aurai, je sais pas, 24, 25 ans, je ferai un album et ce sera ça. Donc, c'est pour ça, c'est ça qui a fait tout ce concept. La classe. Donc voilà, l'idée c'est... et je suis trop content que les gens captent ça aussi. Quand même ça qui est fou, quand je parle avec les gens qui me disent que ça leur donne de la force plus fort, le clip de Plus Fort, c'est ça. C'est moi dans ma chambre avec mon vrai clavier de quand j'avais 14 ans qui me déguise en super-héros sur mon lit. Enfin, c'est ma vraie vie de quand j'avais 14 ans, avec plus de place. Mais, et une grue. Ouais, et une grue avec une caméra dessus. Mais tu vois, c'est ce message-là, il dépasse largement ma musique, c'est autre chose. Mais du coup, je suis hyper touché que les gens arrivent à cerner ça, quoi. La classe. Ouais, bah c'est gentil. Merci Julien. Non mais bravo en tout cas pour ton parcours naissant. C'est classe. Je mettrai tous les liens pour que les gens puissent aller découvrir, aller écouter, acheter l'album et puis aller te voir en concert aussi. Trop cool. Parce que tu déglingues sur scène. Bah c'est trop gentil, merci beaucoup. Merci trop à top. toi. Salut. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.